Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, fêtons ensemble la 400e, eh oui, déjà. Et comme c'est désormais devenu une tradition à chaque palier de 100, je vais vous parler d'un film cultissime me concernant, ici probablement mon préféré de ces 10 dernières années, le Inception de Christopher Nolan, sorti en 2010, d'un réalisateur que j'admire énormément, pour moi le meilleur de sa génération et qui n'a sorti que de très bons films, voire même des chefs-d'œuvre. Il n'y a guère que son tout premier que je n'ai pas vu avant Memento, mais tout le reste, j'ai soit aimé, soit adoré. Donc voilà. Évidemment, Inception est tout en haut pour moi. Interstellar est pas loin, évidemment. Bref, au casting de cette Inception, on retrouve des acteurs assez réputés, tels que Leonardo DiCaprio dans le rôle principal quand même, accompagné de Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cocorico, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy ou encore Michael Caine. Rien que ça. Bref, avant d'analyser un peu la situation, je vais essayer d'expliquer pourquoi, grosso modo, j'adore autant ce film. Il faut dire que la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai été subjugué, je suis ressorti là comme ça, en mode en apnée, mais aussi avec ce côté, j'ai pas tout compris à la fin, enfin je sais pas, il y a des trucs, oh là là, il faudrait que je le revoie et tout. Et j'adore les films comme ça, qui à la fois t'épatent et te laissent un petit goût à la fin d'avoir envie d'y revenir fatalement, non pas uniquement pour le revoir parce que t'as adoré, mais aussi pour mieux comprendre l'histoire. Et à chaque visionnage, forcément, tu dénoues peu à peu la complexité d'un scénario qui n'est pas finalement si voilà, si difficile à comprendre que ça. Bon, quand même, hein, il faut s'attacher à pas mal de détails et tout. Et du coup, une fois que tu es passé outre cela, tu peux profiter à fond du visuel, de l'action, mais aussi de la psychologie, notamment celle du personnage principal, donc Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, qui est pendant tout le film hanté par sa défunte épouse, prénommée Mallory, ou Moll, Mallory, son surnom, ou Mal en français. Voilà, on y reviendra sur ce surnom-là, joué par Mario Cotillard, qui vient donc hanter le personnage principal jusque dans ses rêves. Et c'est embêtant vu le boulot qu'il fait. Bref, oui, parce que la pauvre s'est suicidée quelques années auparavant, machin, culpabilité, tout ça, regret, et tutti quanti. Bref, alors, au-delà donc de la complexité et de la psychologie, sur laquelle nous allons revenir en faisant un petit bilan, synopsis, détail du film, il y a aussi le côté visuel extraordinaire qui n'est pas fait que d'effets spéciaux. Et ça, j'ai été assez étonné en découvrant ça quelques années après avoir vu ce film, même après l'avoir revu. On pourrait croire qu'il y a beaucoup d'images de synthèse, du numérique et tout, mais pas tant que ça. Bon, évidemment, il y en a, par exemple, quand on a cette scène dans le Paris qui se retourne comme ça, forcément, ça a été fait par ordinateur. Mais par exemple, la baston assez extraordinaire qu'il y a dans l'hôtel, à un moment, dans un des rêves, avec Joseph Gordon-Levitt, enfin son personnage, qui limite Levitt. Non, c'est pas drôle. Enfin bref, il combat un peu en limite en allant sur le plafond et tout, de l'hôtel, sur les murs et tout, parce qu'en fait, dans le niveau de rêve inférieur, eh ben, il y a une chute qui fait que il doit, voilà. Bon bref, ceux qui ont vu le film comprennent, évidemment, c'est difficile à expliquer comme ça sans avoir les images sous les yeux. Et ben cette scène, figurez-vous, a été faite en prise de vue réelle. Bon, évidemment, il y a eu de la retouche en post-prod, c'est évident, mais dans un gros truc qui tournait et tout. Et il me semble d'ailleurs que ça a été inspiré par 2001 Odyssée de l'espace, cette trouvaille cinématographique. Donc franchement, quand un grand s'inspire d'un grand, eh ben, tout se comprend. Vous ne croyez pas? Bref, le visuel extraordinaire, mais aussi bon, tout ce qui est action extraordinaire, on passe d'un style à l'autre dans le film, espionnage, côté thriller, film de casse, il y a des hommages à James Bond aussi, à un moment, quand ils sont dans ce paysage enneigé et tout, bon bref. Il y a aussi la musique qui est extraordinaire, puisque Hans Zimmer, ici, nous y livre l'une de ses meilleures compositions, avec Interstellar, avec aussi ce qu'il a fait sur Batman, bref, beaucoup de films de Nolan, mais bon, c'est un des compositeurs qui a fait peut-être le plus de chefs-d'œuvre dans l'histoire du cinéma, on va dire récent, avec John Williams ou Ennio Morricone, et pour ne citer que cela, avant lui. C'est magique, quoi. Tous les thèmes portent le film encore plus haut, selon moi, bref, à chaque fois que tu entends les notes, notamment le thème Time, qui est très connu, tu as des images du film qui te reviennent et tu as des frissons, quoi. Bref, c'est en ça qu'on reconnaît un grand film, avec une maîtrise globale générale.
que ce soit visuel, sonore ou au niveau de la mise en scène, et du travail des personnages aussi, notamment le personnage principal qui est vraiment extraordinairement ficelé à mes yeux. Sinon, quelle est l'histoire de cette Inception, au cas où vous ne l'aurez jamais vu, mais bon, si vous êtes ici, je pense quand même que vous connaissez le film. Qui n'a pas vu Inception? Enfin bon, on ne sait jamais. Si vous tombez dessus, arrêtez cette vidéo, allez le voir. Qu'est-ce que vous faites là? Voyons, hein? Un peu de sérieux. Bref, Inception, c'est l'histoire donc de Cobb, qui est un spécialiste dans l'extraction d'informations par le biais de rêves partagés. Alors, il travaille dans le domaine de l'espionnage industriel avec une équipe autour de lui, quelqu'un qui organise les rêves, un faussaire, un architecte, qui change d'ailleurs après la première scène du film parce qu'il trahit son équipe et tout. Donc, du coup, on introduit ensuite Ariane, la nouvelle architecte, qui va essayer de guider les personnages avec le fil d'Ariane, hein, référence mythologique, machin. Bon, bref, vous avez compris, il va construire les labyrinthes et tout. Et un beau jour, il espionne, alors ça c'est le début du film, il espionne donc un industriel japonais très riche, Saito, pour lui extraire une information, voler des documents et tout. Sauf que ça ne marche pas, il se rend compte qu'il est dans un rêve, visiblement, voilà, il est très malin le gars, et quelque part, Saito propose à Cobb un marché ensuite. Lui qui a été espionné veut devenir l'instigateur, donc l'espion principal, et le commanditaire d'une mission qui doit conduire un héritier d'un empire énergétique à démanteler la société de son père. Voilà. Non pas ici en extrayant des informations confidentielles, mais encore mieux, en implantant une idée, voilà, l'idée de détruire l'empire de son père pour des raisons particulières, dans son subconscient. Et c'est ça l'inception, c'est l'inception, donc l'inception, c'est de faire germer une idée comme un virus dans l'esprit de quelqu'un et faire qu'à son réveil, donc, il ait toujours eu l'impression d'avoir cette idée-là et donc il passe à l'acte, machin, tout ça. Et en échange, donc, Saito, le riche industriel, promet à Cobb de pouvoir rentrer aux États-Unis voir ses enfants. Lui qui est donc accusé, en fait, à tort, visiblement, de la mort de sa femme, Marl, qui s'est suicidée. Vous voyez, la boucle se boucle ici. Et c'est là qu'on va rentrer à fond dans la psychologie du personnage principal. Puisque, bon, donc, en naviguant ici entre films d'action, espionnage et tout, les personnages vont mener cette mission à travers plusieurs rêves imbriqués, au moins 3 niveaux de rêves, jusqu'à risquer éventuellement de tomber dans un 4e niveau très très difficile d'accès, mais surtout impossible normalement d'en sortir. Un 4e niveau appelé les limbes, là où on peut rester et vieillir éternellement, condamné à vivre seul. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ainsi que le film s'ouvre, sur cet ultime niveau où on voit Cobb arriver face à un vieil homme après être débarqué sur une plage et tout, avec ce plan mythique de début de film, avec les vagues et tout, voilà. Et tout ceci va annoncer un peu indirectement et malgré nous, du coup, la conclusion de l'œuvre sans qu'on le sache. Moi j'aime bien ce genre de film aussi qui commence comme ça mystérieusement, qui revient ensuite dans un présent de narration et qui, on s'en rappelle plus forcément, et puis une fois à la fin du film, on se dit « Ah tiens, c'est donc ça !» et tout. Waouh. Bref. Mais donc ces limbes, c'est un petit peu on va dire le nœud principal de l'intrigue psychologique du personnage principal. On se rend compte que Cobb, malheureusement pour lui, il les connaît trop bien. Elles sont à l'origine donc de son état psychologique, puisqu'on apprend très vite qu'il les a plus ou moins partagées avec son épouse, et c'est ce qui a involontairement créé le drame qu'on connaît, donc son suicide. On voit d'ailleurs le moment où elle meurt sous forme de flashback à certains moments, et aussi des flashbacks de cette vie qu'il a eue avec son épouse, en dehors de la réalité, machin, tout ça. Voilà, on sait pourquoi Cobb va pas forcément bien dans le film. Il est allé à un endroit improbable dont il est revenu, mais malheureusement, il n'y est pas allé seul, et il est revenu pas seul non plus, mais grosso modo, sa femme ne s'en est jamais remise, et donc a préféré mettre fin à sa vie, ne sachant plus trop si elle était dans un rêve ou dans la réalité. Voilà. Et moi j'adore ça, parce que franchement, on compatit totalement pour un personnage qui souffre, et on voit qu'il a beaucoup souffert mais qui ne s'en sort pas. C'est difficile pour lui de mener à bien cette mission du coup, parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a son épouse qui vient toujours le hanter dans ses rêves. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est plus l'architecte
des rêves du personnage espionné à chaque fois, parce que sa femme venait tout faire s'écrouler. C'était compliqué du coup de continuer à mener à bien les missions qui lui étaient confiées à cause de cette blessure du passé. Et évidemment, si sa femme est surnommée le mal en français, c'est pas anodin, puisque quelque part, un mal certain est né en elle à cause de ce passage dans les limbes, et elle n'est définie malheureusement dans le film que comme une ombre du passé. Moi je trouve ça assez tragique. Vraiment, cette histoire autour de Cobb et donc de son épouse qui n'existe plus vraiment, mais qui est là comme si elle était réelle, me touche profondément. Bref, alors évidemment, ce film, comme je le disais en préambule, il m'a bluffé aussi par son mystère final, qui tourne autour donc du totem de Cobb, voilà, une toupie. Alors un totem, en fait, c'est un petit objet personnel qui permet de savoir si on est toujours dans le rêve ou si on est revenu à la réalité. Et si la toupie, si elle continue de tourner, il est toujours dans son rêve. Si elle ne tourne plus, il est dans la réalité. Mais au final, voilà, quand on arrive, voilà, il y a une résolution, machin, je vais pas en dire plus. On se demande quelque part si on rêve encore, enfin si le personnage rêve ou si c'est la vraie réalité, tellement on a été imbriqué dans différents rêves, machin, avec des perceptions particulières. Voilà, le personnage il arrive donc à sa résolution quelque part et on se demande si c'est vrai tout ça. Mais si de prime abord, premier, deuxième, voire troisième visionnage, on se pose toujours cette question, après avoir lu cette théorie, on se rend compte que ce n'est pas la peine de trop se prendre la tête, parce que, comme dirait X-Files, la série, la vérité est ailleurs. C'est pas autour de cette toupie qu'il faut regarder, voir si c'est réel ou non, c'est au niveau d'un autre détail que je ne citerai pas ici pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui sont toujours sur cette vidéo. Mais franchement, que faites-vous là? Je le répète. Bref, moi, ce qui m'intéresse du coup maintenant, enfin quand j'ai revu ce film, bon voilà, je savais très bien machin, c'est le final, il est prenant pour autre chose. Pas pour savoir si c'est vrai ou non, c'est quelque part au niveau de l'émotion qu'il dégage ce final que pour moi il est parfait. Mais bon, je vais pas faire de partie spoiler ni trop de théorie là-dessus. Euh, si vous avez vu le film, vous avez très bien compris de quoi je veux parler, évidemment. Bref, au final, cet Inception, vous l'avez compris, à mes yeux, est presque parfait. D'ailleurs, j'ai arrondi à 10 sur 10 sur Sens Critique, j'avais laissé 9 jusque-là, je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai mis 10, j'ai arrondi, j'ai osé le 10 sur 10. Et des 10 sur 10 dans ma vie, entre guillemets, au niveau du cinéma, il n'y en a pas des masses. Bon, évidemment, il y a Jurassic Park, Forrest Gump, je crois qu'Indiana Jones, la dernière croisade aussi, bon bref. Mais là, il fallait à tout prix que je mette 10, parce que bon, oui, on peut toujours trouver des défauts à ce film-là. C'est subjectif, la perfection n'existe pas. Par exemple, Nolan référence beaucoup son œuvre à pas mal d'autres œuvres du passé, mais il ne s'en cache pas. Alors pour beaucoup, c'est presque du plagiat de certaines choses, machin, mais lui, voilà, c'est juste tout simplement influencé de trucs qu'il a aimé et qu'il a regardé dans sa vie, c'est logique. Par exemple, il y a un côté Matrix quelque part. Même si c'est pas vraiment... là, on n'est pas dans une matrice créée par une machine, mais plutôt dans des mondes fabriqués par les personnages qui rêvent. Il y a des références claires au film d'animation japonais Paprika de Satoshi Kon, pardon, dont j'ai parlé d'ailleurs en vidéo il y a quelques mois, qui constitue clairement une des influences principales du film, jusque dans certaines scènes qui sont presque copiées-collées. Ça, c'est vrai. Mais bon, peut-être que c'est dans le subconscient de Nolan que ça a joué aussi. Peut-être que Paprika a fait germer une idée comme une inception à Nolan qui a remis ça en scène sans le vouloir, allez savoir, notamment cette scène où on voit Ariane, donc la jeune architecte, briser un miroir. Il y a la même dans Paprika. Et bien sûr la thématique des rêves qui est centrale aussi à ce film d'animation. Voilà, donc on peut toujours trouver des détails. Aussi, les personnages ne sont pas tous travaillés, évidemment, également, enfin, de la même façon que celui de Cobb. Cobb est central au film, le personnage de DiCaprio. Il y a limite que lui, dont on, voilà, dont on sonde vraiment le subconscient ultimement. Il y a quand même le personnage du fils aussi, joué par Cillian Murphy, donc l'héritier, et cette relation avec ce père qui est très déchirante, je trouve. Le père mourant et qui finit par mourir dans le film, qui est joué d'ailleurs par Pete Postlethwaite. Postlethwaite, Postlethwaite, c'est pas facile à dire ce nom aussi, mince. Regretté Pete Postlethwaite qui avait joué notamment dans Le Monde Perdu. Voilà, le méchant chasseur là et tout. Bref, grande profondeur dans cette relation père et fils qui est très touchante.
et qui est centrale du coup aussi à oui ou non vont-ils réussir à insérer cette idée, à faire germer cette idée dans l'esprit du jeune homme, qui en plus s'était défendu à l'idée d'être attaqué dans ses rêves. C'est assez étonnant, mais ouais, voilà. C'est un peu de la science-fiction, oui, parce que ce film se déroule dans une sorte d'avenir proche, un peu dystopique, où on pourrait manipuler les rêves des gens. Imaginez, que tout ceci tomberait dans les mains d'un dictateur, on serait mal. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce grand film, cet immense film, qui me marquera toujours autant à chaque fois que je le verrai. Voilà, là je l'ai vu en tournant cette vidéo, je l'ai vu il y a 2-3 heures. J'ai mis du temps à faire la vidéo parce que j'avais d'autres choses à faire et tout, mais voilà, je l'ai toujours en tête et là je pense que je suis parti pour avoir quelques jours, encore une fois, beaucoup d'images de ce film dans mon esprit. C'est normal. Il a agi lui-même comme un virus dans mon cerveau. Ah, Inception, jusqu'au bout, mise en abîme totale. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.